Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 2 juillet 2025. L'actualité nationale avec un autre pan de l'affaire Akpona du nord de ce désormais ancien ministre de l'énergie, de l'eau et des mines au lendemain de sa bourde de parcours qui lui a valu les railleries d'une frange de la classe politique et des critiques des Béninois, de même que la perte de son poste ministériel. Eh bien, Paulin Akpona revient au devant de la scène avec des excuses publiques en direction du chef de l'État, de son prédécesseur, de même que de son parti politique et de la nation béninoise. Mais pendant que son mea culpa faisait le tour des réseaux sociaux et que les commentaires allaient bon train, apparaît également la plainte de l'ancien ministre Samou Seydou Adambi. Ce dernier assigne en justice par voie d'huissier son successeur. Le plaignant l'accuse d'avoir formulé des allégations sans fondement pour porter atteinte à sa réputation et à le présenter comme un corrupteur et un détourneur de fonds publics. Paulin Akpona est donc convoqué à comparaître le 16 juillet prochain devant le tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calabi. Visiblement, l'affaire prend des allures politico-juridiques et ne saurait passer sous silence sur le plateau de l'info continue. Entre confrères ce soir, on analyse la situation en lien avec les conséquences sur la santé et l'unité du parti Bloc républicain à quelques mois des élections générales. En plateau, Romia Dohonroui. Romia Dohonroui, bonsoir. Bonsoir Wahab Alikpara, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Allez, vous êtes en face ce soir de Aziz Adam Soulé. Aziz Adam Soulé, bonsoir. Bonsoir Wahab Alikpara, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Allez, c'est un exercice entre confrères ce soir. Est-ce que vous, Aziz Adam Soulé, vous comprenez, je dirais, cette génuflexion de Paulin Akpona après, je dirais, sa boude à Parakou? Oui, déjà d'entrée, une génuflexion qui, d'une manière ou d'une autre, devrait avoir sa raison d'être. C'est une marque d'humilité, je suis tenté même de dire, au-delà de l'erreur commise. On peut dire que du retour qu'il aurait sans doute eu à travers les différents médias sociaux, que ce soit des appels aussi reçus ou même certains, on va dire, ténors de son environnement immédiat, il a compris que la tournure que prenait justement cette situation, malheureusement, ou sinon on va dire même malencontreusement, n'est pas en sa faveur. Et donc, je pense que c'est avec grande humilité, c'est vrai que j'ai lu, comme vous l'avez précisé dans votre introduction, le fameux communiqué de presse qui a fait le tour des médias sociaux, notamment où il parle de génuflexion dans la culture, on va dire, Tchabé Nago. Oui, c'est vrai. Il a voulu peut-être faire appel, si on peut le dire ainsi, à son éducation, à son éducation socio-culturelle, d'où justement cette excuse publique. Alors, quand j'ai fini de dire ça, dans le fond, on ne peut pas s'arrêter à cette étape-là seulement. Parce que quand on a été, en tout cas, un expert, ou pas qu'on a été, on est toujours, malgré la boute qu'on a commise, quand on est un expert dans ce domaine-là, quand on est à ce haut sommet en tout cas de responsabilité, c'est vrai qu'on ne va pas refaire le débat ici, mais ce qu'il importe en tout cas de préciser, c'est que au-delà même de ces excuses, oui, moi, je suis toujours resté sur ma faim. D'accord, allez, on va revenir sur ce qui manque, n'est-ce pas, pour vous donner satisfaction. Allez, Romia Dohonroui, vous avez compris, je dirais, ces excuses de Paulin Akpona. Il comprend, je dirais, la gravité de son acte, pour ne pas dire la gravité des propos tenus, et donc au public, au chef de l'État et autres, il présente ses excuses. Oui, je pourrais dire que dans la forme, quelque peu, un peu dans le fond, puisque amplement on y reviendra, mais c'est pour dire que, bon, c'est une preuve d'humilité. J'avais dit sur ce plateau, qu'il vous souvienne, que s'il avait réécouté les propos qu'il avait tenus, lui-même, il allait faire quand même une certaine rétrospection et il allait voir qu'il a vraiment, il était parti un peu où il a exagéré, on pourrait le dire, parce que quand vous entendez ces propos-là, vous estimez que, est-ce que justement son prédécesseur, avec lui,
est-ce qu'il y avait de problème? C'est ça. Quel était le problème réellement, parce que les deux ne faisaient pas partie de la... bien qu'on va faire le débat puisqu'on en a déjà fait. Est-ce que vous avez senti une forme genre de règlement de compte, c'est ça? Puisque vous vous posez la question de savoir si entre lui et son prédécesseur, il y avait un souci. Oui, en fait, c'est pourquoi je dis que s'il réécoutait, il allait justement arriver à cette conclusion, présenter des excuses. Et je crois que les différentes composantes auxquelles il a présenté des excuses, le chef de l'État, la nation, son prédécesseur et les membres de son parti politique. Je crois que c'est les différentes composantes avaient besoin de ces excuses-là. Mais au-delà, si vous permettez, au-delà, vous comprenez, à travers ces excuses, franchement, j'aurais voulu qu'il ne présente peut-être pas les excuses. Parce que par la suite, attendez, si par la suite vous nous dites que justement ces propos n'étaient pas fondés sur des preuves tangibles, autant se taire, tout simplement, parce que justement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas assumer cette haute responsabilité, ministre de la République. Un ministre qui a la charge donc de l'eau, de l'énergie, des mines, des composantes essentielles pour un pays comme... des éléments vitaux, n'est-ce pas, pour la nation. Pour la nation, vous ne pouvez pas occuper cette responsabilité-là et prendre la parole en public et dire des choses sans fondement. Donc, moi, j'estime que, franchement, il y avait un problème dans ce communiqué de presse qui est venu quand même mettre... C'est vrai, il présentait des excuses en disant que ça pourrait jeter de... l'opprobre sur peut-être l'action qui est menée par le gouvernement, mais franchement là, vous trouvez quelqu'un qui a assumé le rôle, la responsabilité de ministre, mais qui n'a pas pu ou qui a tenu des propos sans fondement. D'accord. Alors, vous montrez tout à l'heure dans votre première prise de parole que vous n'êtes pas satisfait, vous êtes resté un peu sur votre faim. Qu'est-ce qui manque, je dirais, à ces excuses? Quand on fait des erreurs, c'est d'abord reconnaître, et il l'a fait, c'est présenter ensuite les excuses, ce qu'il a fait également. Il a su vraiment cibler, je dirais, les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont été touchées par la situation, par la gravité de ces propos qu'il reconnaît. Le chef de l'État, son parti politique, son prédécesseur à la nation béninoise. Mais qu'est-ce qui manque finalement? Ce qui manque à Wahab Ali Para, je voudrais d'abord souligner que nous parlons en tout cas de la République ici. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, on ne va pas refaire le débat, mais l'endroit, si on peut le dire comme ça, où il est allé fauter, n'était pas sa circonscription électorale, je suis désolé. Mais dans moi, mon point d'insatisfaction, on sait que, comme nous le disons vulgairement, le linge sale se lave en famille. Est-ce que, à travers un communiqué de presse qui a fait le tour des médias sociaux, est-ce que c'est ce qui règle en réalité le problème? Moi, en tout cas, loin d'être un conseiller, de ma posture, en tout cas, toute humilité gardée, d'analyste, je pense que ça aurait été agréable, que ces excuses publiques-là se fassent, on va dire, tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre pour dire quoi? J'aurais aimé ou j'aurais souhaité ou je me serais attendu, par exemple, à ce que le ministre, sinon l'ex-ministre Akpona, mène des démarches, pourquoi pas, mène des démarches, notamment d'abord par sa famille politique, par même les ministres, enfin, son prédécesseur qu'il a indirectement incriminé, et même à l'endroit du chef de l'État au cas où il revenait de choses de mission. Oui, peut-être on se dit, ça, ce sont des activités, c'est des paramètres que nous ne mettons pas. Voilà, ce sont des actions qui peuvent se faire en coulisses, et peut-être après ça, il vient pondre ce communiqué. Donc, certainement que ça s'est fait, que cette démarche a été faite. J'en doute fort, j'en doute fort dans la mesure où, vous avez vu, malheureusement, je vais même dire que c'est malheureusement l'apanage de ce parti politique. Je ne dirais pas qu'il livre ses collaborateurs ou ses lieutenants, mais on a toutefois vu quand il y a eu une erreur qui s'est produite, tout de suite le bloc républicain a pris la responsabilité de prendre un communiqué, se limiter peut-être à un communiqué pour décrier, sinon pour faire savoir que ni de près ou de loin, les propos peut-être tenus par tel ou le comportement tenu par X ou Y n'engagent que lui. Oui, c'est une façon de montrer que il n'a pas été mandaté par le parti pour tenir de pareils propos. Il n'a peut-être pas été mandaté, mais moi je pense à mon humble avis, dans ce cas d'espèce-là, qu'il était quand même important qu'il mène des démarches, sinon voit peut-être les premiers responsables, pourquoi pas, du parti politique. Alors, on se demande on se demande ce problème, est-ce que ce n'est pas réglable, gérable au sein du parti? Il appartient quand même à une formation politique, le bloc républicain notamment. Est-ce qu'on avait besoin vraiment de se retrouver sur les réseaux sociaux et pourquoi pas régler le problème donc au sein de la formation politique? Bon, je me dis que certainement que les responsables du parti ne sont pas insensibles à ce qui se passe. Certainement qu'il y a des conciliabules, il y a un certain nombre
nombre de démarches qui se mènent parce que, justement, quand vous présentez des excuses, c'est vrai que le 16 juillet prochain, on pourrait voir si ces excuses ont été acceptées par celui qui se sent indexé, parce que même dans ce communiqué de presse, il estime qu'il ne parlait pas de son prédécesseur. Qu'il ne parlait pas de son prédécesseur, mais il y avait une description qui ressemblait fort, en fait, je vais dire fort ce portrait oral ressemblait selon vous à quelqu'un. À quelqu'un, quand même, que nous connaissons. Donc, on pourrait dire que, bon, il peut, vous savez, le miracle peut venir, ou voilà, l'ancien ministre pourrait retirer tout simplement, justement, sa plainte du fait que peut-être qu'ils ont décidé, avec l'intervention d'un certain nombre de teneurs du parti, de laver donc le linge sale qui, entre-temps, avait été déjà dans l'espace public. On pourrait le ramener dans le privé pour pouvoir le laver, pour que ça soit véritablement blanc. D'accord. Alors, linge sale à laver en famille, on voit ça, moi, Adambi, n'est-ce pas? Ça, c'est un autre volet de cette, je dirais, de cette actualité. Samuel Adambi, n'est-ce pas, qui porte plainte contre, doit dire, son successeur. On se dit que vraiment la situation n'a pas été gérée aussi facilement comment dire, au sein du parti. Le parti aurait pu peut-être travailler sur les deux désormais anciens ministres, Samuel Adambi et son successeur Paulin Akpona, de manière à ce que vraiment on puisse quadriller, les choses. Dans l'absolu, on peut dire peut-être que c'est des frustrations qui ont été mal gérées. Des frustrations d'abord du côté peut-être du prédécesseur, qui depuis ce temps, moi j'apprécie d'ailleurs cette démarche-là, qui depuis qu'il a été sorti du gouvernement, est resté dans une certaine, en tout cas dans un certain mutisme et observe. C'est rare en tout cas de le voir, en tout cas sous nos tropiques, parlant de ces politiques-là. Alors, l'autre chose, c'est que moi, je vais peut-être vous étonner. Moi, je me suis dit à un certain moment, quand j'ai eu vent de cette actualité, je me suis dit tout de suite, mais est-ce que c'était la peine? Est-ce que c'était la peine de porter plainte? De porter plainte, justement. Est-ce que c'était la peine? Oui, on a pu reprocher à l'autre que pourquoi il va présenter des excuses publiques qui se sont retrouvées malencontreusement ou peut-être pas à volonté sur les médias sociaux. Mais de l'autre côté, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est au nom de l'atteinte ça, on va dire, l'honorabilité, au nom de la volonté peut-être de restaurer son image au sein de l'opinion publique, que l'ex-ministre a voulu porter plainte. Mais j'estime que ça aurait été bien, comme vous le disiez tantôt, que tout ceci se fasse en tout cas dans les coulisses et que nous ne soyons même pas informés. Que nous ne soyons même pas associés, parce que comme on le dit généralement dans nos patois, la langue et la danse sont appelées à cohabiter ensemble, même si par endroit il y a souvent, comme on le dit, des malentendus. Donc je me serais attendu, si vous permettez rapidement, je me serais attendu à ce que le ministre garde son sang-froid, tout ce flegme-là, ce tempérament-là qu'on lui a connu depuis qu'il a quitté l'équipe, et qu'il laisse simplement les... Oui, de toute façon, lui n'a pas une réplique, je dirais. Mais de toute façon, là où dans le même registre, vous l'avez dit, le 16 prochain, d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il va retirer sa plainte? Bien malin qui pourra le dire. D'accord. Allez, il y a comme ça, moi, Dambi, sa réaction, sa réplique n'a pas été, je dirais, dans le même format que son successeur, Paulin Akpona. Lui, il a choisi la voie de la justice pour laver son honneur. Je vous donne lecture rapidement de ce qu'il reproche, en tout cas, à Paulin Akpona. Il dit, il a formulé des allégations, n'est-ce pas, qui sont sans fondement, qui sont de nature donc à atteindre son honorabilité, n'est-ce pas, le présenter comme un corrupteur et également un détourneur de fonds publics. Peut-être c'est pour laver son honneur qu'il n'est pas venu dire non, je ne suis pas corrupteur, je ne suis pas un détourneur de deniers publics. Il a voulu qu'ils aillent régler ça au niveau de la justice. Il a choisi un autre schéma. Tout à fait. Et moi, je trouve que c'est opportun. C'est la voie à suivre que l'ancien ministre Samuel Adambi a choisi, a exploré. Parce que, attendez, à la face du monde, vous avez dit que telle personne a fait telle autre chose, même si vous n'avez pas cité la personne, vous avez décrit, vous avez dit telle autre chose. Et donc, même si je vous vois dans les coulisses, en privé, et qu'on règle le problème, les 10 millions ou 13 millions de Béninois ont déjà entendu que j'ai été tel. Et donc, il faut que je puisse
également publiquement montrer toute ma bonne foi à pouvoir quand même préserver ma réputation. Oui, mais on se dit, une fois que la même personne qui a Parakou, n'est-ce pas, a fait de déclarations pareilles, est revenue également sur, je dirais, sa position sur les médias sociaux, présenter ses excuses, on se dit que bon, ça annule un peu la faute. Après, il reconnaît que ce qu'il avait dit, n'est-ce pas, ne tenait pas la route. Non, pas du tout. Cela ne... En réalité, ça ne vient pas réparer le préjudice causé. Non, mais vous ne savez pas... Et qu'est-ce qui pourra régler, je dirais, ce préjudice? C'est tout de même un préjudice, d'accord. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut vraiment régler ça? De toute façon, le plaignant demande la réparation du préjudice. Et il cite, par exemple, des journaux dans lesquels ça a été publié que les mêmes canaux soient utilisés. Et donc, que les mêmes canaux soient utilisés pour pouvoir tout simplement réparer le tort. Et il est important de pouvoir le faire. Parce que, vous savez, tout le monde, tous ceux qui avaient vent de cette histoire, c'est sûr que tout le monde n'aura pas la suite. Ça, c'est clair. Mais on pourrait quand même faire un effort. Le ministre Paulin Akpona pourrait faire un effort de pouvoir réparer le préjudice déjà peut-être en publiant un communiqué pour dire que en réalité il parlait pas de lui, telle autre chose, dans les mêmes canaux, parce que ça a été même cité, les journaux et les web TV également qui ont relayé. Vous comprenez? Donc, franchement, moi je trouve que il avait besoin de pouvoir quand même montrer toute sa bonne foi, préserver sa réputation, parce que c'est une personnalité qui a occupé bien évidemment une responsabilité dans ce pays. Alors, Aziz Adam Soulé, on peut quand même mettre, je dirais, les propos de Paulin Akpona, aussi maladroite soit-il, ces propos, n'est-ce pas, on peut les mettre sur le registre, je dirais, des manœuvres politiques. Tous les coups sont permis. Ça veut dire que, bon, en temps normal, on doit se dire que, bon, c'est une manœuvre politique, même si c'est une manœuvre politique de trop. C'est là qui, 2017, il compte aujourd'hui. Il ne faut pas s'adonner quand politiquement, justement, on n'est pas assis. Et vous voyez, la conséquence à payer cash. Ça n'a pas raté. Quand vous êtes aussi dans un environnement, il faut savoir choisir vos compagnies. Je n'en dirai pas plus. Suivez mon regard. Alors, au-delà de ça, moi, je pense que cette déclaration-là de Korobourou, je crois bien, dans la cité des Korobourou, à Parakou. Je pense que c'est sous le coup, si on analyse, toute analyse faite, c'est sous le coup de l'émotion. C'est sous le coup, on va dire, peut-être de l'encensement, parce que bon, il y avait une population plus ou moins en extase, il y a des promesses qui ont été faites. Et j'ai pu suivre dans vos débats précédents certains confrères, d'autres prédécesseurs qui l'ont spécifié. Là où véritablement l'erreur de communication a failli, vous voyez un ministre de la République qui est en face d'une population, non, mais qui n'arrive pas à situer réellement l'opinion publique sur sa casquette. Parce que moi, je vois tantôt un militant d'un parti politique et en même temps, on va dire, un ministre de la République. Donc, je pense que désormais, ce cas-là de la situation à Akpona doit pouvoir faire école pour ces personnes-là, sinon ces personnalités qui font des descentes. Et savoir que, Romer le disait tout à l'heure, quand on a occupé, sinon quand on occupe aussi une fonction aussi importante de la République, tout ce que vous dites, ça vous engage. Tout ce que vous sortez, ça vous engage. Et au-delà, ça engage même la République. D'accord. Voilà. Oui. Alors, quand on reconnaît les fautes, je voudrais corriger. On a dit le nom du quartier, c'est Korobourou. Korobourou, n'est-ce pas? Un des quartiers donc, de la ville de Parakou. Alors, le problème, je reviens toujours vers vous. On peut toujours estimer que c'est une manœuvre politique. En politique, on a l'habitude de dire que tous les coups sont permis. Après tout, on se pose également la question de savoir où se trouvent, je dirais, les instances du parti pour ne pas réagir jusque-là et laisser la situation aller peut-être au niveau de la justice. Doit-on dire que c'était nécessaire? Quand vous dites que tous les coups sont permis, et donc c'est le coup que Samou Adambi a trouvé pour pouvoir également répondre au coup qui lui a été porté. Parce que en réalité, la politique n'est pas, surtout la politique béninoise, n'est pas faite pour les enfants de cœur, tout simplement. Et Paulin Akpona reconnaît également qu'il est un profane politique. Parce que lui-même, il a signifié, il a péché par justement sa peut-être jeunesse, par son ignorance, par un certain nombre de choses. Il a appris véritablement. Et donc, moi, j'estime que
les excuses présentées, certainement, ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds, mais l'autre également avait besoin de laver son honneur. Pensez-vous que Samou Adambi pourrait retirer, je dirais, sa plainte? C'est possible, tout est possible. Si cela demande tout simplement une réparation, peut-être dans les canaux qui ont été utilisés pour pouvoir quand même ventiler cette information qui touche à l'honorabilité de l'autre. Je crois que si c'est fait, les deux pourraient peut-être régler la suite au sein de leur parti politique. Et je voudrais que également les responsables du parti politique puissent également s'impliquer pour qu'il y ait quand même... je ne vais pas dire que le parti Bloc républicain a livré son lieutenant, pas du tout. Parce que le parti se doit également de se démarquer des propos tenus. Parce que c'est une façon de montrer que bon, on ne l'a pas mandaté pour aller tenir de pareils propos au nom du parti. Exactement. Donc le parti Bloc républicain n'avait pas le choix que de sortir. Alors Aziz Adam Souley, le 16 juillet prochain, Paulin Akpona est donc attendu au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi. À quoi on peut s'attendre selon vous? Bon, 2 cas de figure à mon humble avis. Soit peut-être avant cette date, comme le spécifiait... Nous sommes le 2 juillet aujourd'hui, il est attendu le 16 prochain. Dans 14 jours, tout peut changer. Même en une journée, tout peut changer. Donc pour dire que ce que sans doute bon nombre de Béninois auraient pu attendre, c'est justement que l'ancien ministre puisse retirer sa plainte, parce que au-delà de tout ce que nous disons ici, ça ne fait pas forcément gagner des points à cette formation politique-là. Nous sommes à quelques mois des élections générales prochaines, et puis le schéma auquel nous assistons, tout ce méli-mélo, je vais même dire pratiquement toute cette situation d'imbroglio à laquelle nous assistons, ce ne serait pas bien véritablement que ça puisse continuer dans ce sens. Et donc, ça c'est le premier cas de figure. Le second cas de figure, on ne peut pas s'attendre à autre réalité sinon que demander une énième fois pardon, parce que l'intéressé lui-même reconnaît qu'il n'a pas de preuves tangibles sur les allégations qu'il a pu porter justement devant cette foule-là en extase. Donc, je pense que soit l'un ou soit l'autre, mais comme je l'ai dit, humilité toute gardée, suggestion toute gardée, on voudrait quand même, on aurait pu souhaiter que le ministre Adambi puisse retirer sa plainte. On sait que c'est un bon croyant, et au-delà de la croyance, c'est vrai que là, il a une cassette politique, c'est son image également qu'il veut restaurer. Mais au-delà de tout ça, je pense que même si, à ce qui paraît, le pardon est une faute, là, parfois il faut parfois pardonner. Vous voulez qu'il écoute son cœur. Vous avez dit tout à l'heure que l'intéressé, donc Paulin Akpona, reconnaît, n'est-ce pas, que ce qu'il dit n'a pas les preuves tangibles. Ça me permet de lire une portion, je dirais, de son communiqué. Il dit: les interprétations données par les uns et les autres à juste titre de mes propos tendent à accuser mon prédécesseur, ce qui n'est ni juste ni fondé. Aucune preuve ne sous-entend mes propos si ce ne sont des souvenirs d'un cas dont je ne suis pas témoin et qui sont pendants devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est pourquoi je viens publiquement ici présenter mes sincères excuses à mon prédécesseur Samou Seydou Adambi par rapport aux propos incriminés qui ont pu laisser supposer un seul instant son implication dans un cas de corruption et ou de malversation. Allez, je reviens vers vous, Romiad Roumouy, pour voir avec vous si vous comprenez, je dirais, ce bras de fer entre militants du même parti. On est au niveau du Bloc républicain. Bon, on ne pourrait pas dire que c'est un bras de fer. Après ce communiqué d'excuses, on pourrait plus dire que c'est un bras de fer, parce que l'autre reconnaît qu'il a été donc le résultat où il a été lui-même victime. Oui, mais ma question c'est de savoir, mais quand même, quel est le réel problème qui se pose? On est au sein d'une même formation politique, on est un peu comme les enfants de même père, même mère et autres, mais bon, on ne comprend pas vraiment cette guerre dont vous parlez. On n'est pas dans les mêmes... On a affaire à des acteurs qui ne sont pas dans les mêmes circonscriptions électorales et autres. Finalement, quel est le réel problème qui se pose? C'est là qu'on n'a pas trop compris, mais on peut comprendre que effectivement, quelqu'un est certainement victime de quelqu'un, parce que en réalité, vous voyez, parce que quand vous retrouvez, vous voyez la compagnie de l'ancien ministre Paulin Akpona à cette sortie là, on pourrait dire, et ce n'est pas trop dire, d'observer que il pourrait peut-être être une victime aussi, ou il a été manipulé compte tenu de sa
de son jeune âge en politique, peut-être, compte tenu d'un certain nombre de choses. Donc, en réalité, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a besoin d'une vieillesse, je dirais, en politique et autres? On a besoin d'un certain nombre, de capitaliser un certain nombre d'expériences. On a besoin de vivre un certain nombre d'expériences. On a besoin de tirer leçon de ces erreurs. Et cette erreur, je suis sûr que l'ancien ministre ne commettra plus jamais cette erreur. Et donc, il était important de pouvoir vivre cela, tout simplement. Vous comprenez ce qui s'apparente un peu à un malaise au sein du bloc républicain? Vous comprenez ça? Entre ces acteurs d'une même famille politique? Ça ne doit pas étonner quand on sait qu'on est au 229 et à l'approche, en tout cas, des grandes échéances. Forcément, ce sont des intérêts qui sont bousculés. Et pour une échéance comme celle-ci, oui, parce que avec les nouvelles, on va dire les nouvelles donnes, voilà, merci. C'est pas tout le monde qui se lève et qui se présente par exemple candidat. Wow. Et forcément, c'est des pions qui sont déplacés au détriment de X ou de Y. Donc, souffrons, hein, c'est comme dans une même, je ne vous apprends rien, Wahab, c'est comme dans une même famille où tout le monde ne peut faire l'unanimité. Forcément, le père de famille sait quel est le comportement de X ou de Y ou avec qui composer à quelle occasion. Donc, je pense que pour moi, cela pourrait s'expliquer. Oui. Ça pourrait s'expliquer qu'il y ait ces malaises-là, encore que ce n'est pas que seulement au sein du bloc républicain qui a justement, on va dire, ces guerres entre griffes dans d'autres formations politiques. Vous avez posé un diagnostic des autres formations politiques et ça donne quoi? On le sait, même si tout le monde nous fait croire que tout va bien dans les différentes chapelles politiques, on sait qu'entre eux, il y a parfois des grincements de dents, mais ce qui n'est pas, en tout cas, agréable, ce qui n'est pas élégant dedans, il n'ira, n'est-ce pas, à l'animation de la vie politique. C'est que ça soit exposé sur la phase, en tout cas, à la place publique, comme ce à quoi nous assistons dans la famille politique du bloc républicain. Oui, il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir parfois aussi des compromis, mais tout ceci, ça doit se faire, comme on le dit généralement, dans un couvent, et bon, voilà. Parce que quelque part, vous livrez également vos faiblesses en face des adversaires politiques. Et vous voyez par exemple, pour ne pas les nommer, le parti Les Démocrates, ça n'a pas raté. Ils ne sont pas passés du dos de la cuillère pour saisir cette occasion-là, pour, disons, en faire, on va dire, leur chou gras politique. Donc, voilà. Alors, vous voyez, on ne devrait pas, en fait, être surpris de ce qui se passe dans les partis politiques. Vous parlez du bloc républicain. N'oubliez pas que jusque-là, Adrien Ogbegui n'a pas démissionné du parti UPR. Et donc, on pourrait dire que également au sein de l'UPR, il y a quand même des membres, parce que Gracia Romano, il est toujours, même s'il est suspendu et tout ça, mais c'est toujours entre militants. En clair, vous pensez que bon, le malaise, c'est un peu partout. C'est normal. On ne devrait pas s'étonner parce que on est entre humains et donc c'est normal que l'on puisse piétiner les uns les autres. Et également, c'est une question de guerre, de leadership. N'oubliez pas, je dois justement montrer que oui, moi-même, j'ai quand même de l'emprise, j'ai une certaine âme à pouvoir utiliser au cas où. Et donc, ça ne devrait pas étonner tout simplement. Donc, cela, il va de la viabilité de nos partis politiques. Parce que l'animation de la vie politique depuis la réforme du système partisan, ce n'est pas trop mouvementé. Donc, vous avez c'est un peu terne. Donc, bon, il faut de temps en temps ce genre de pic. Le parti FCB nous l'a offert également avec Alain Adiou qui est parti avec d'autres également. Donc, voilà, surtout que nous nous approchons des élections générales de 2026, une première au Bénin. Et donc, peut-être que 2026 permet également, n'est-ce pas, je dirais, de prendre le pouls des formations politiques, n'est-ce pas, un sujet ou une thématique sur laquelle nous reviendrons très bientôt. Mais de toute façon, que Samou Adambi retire sa plainte ou pas, vous savez que il y a une commission qui a été mise en place par le haut commissariat à la prévention de la corruption. Et donc, après les vérifications, et j'ai eu quand même cette grâce-là d'interviewer l'un des responsables qui estime qu'après la vérification donc, des projets qui devraient être exécutés donc, à Parakou, si on constate un certain nombre de choses, les juridictions compétentes seront saisies, tout simplement. Et donc même si, que Adambi retire sa plainte ou non, n'est-ce pas, la justice, elle fera son travail. D'accord. Tout simplement. D'accord, vous avez la même lecture. C'est finalement rentré sur
sur le terrain, je dirais, juridique. Sur le terrain juridique, c'est pourquoi dans mon introduction, je parlais, je dirais, d'une affaire qui prend les allures politico-juridiques. Absolument, je partage totalement et entièrement l'avis de Romuald Adouni, parce que quand ça vient à cette étape, on laisse le temps qu'il leur faut pour justement réunir un minimum de preuves. Et puis bon, voilà, je pense que on va simplement croiser les doigts et voir dans les tout prochains jours ce à quoi ce feuilleton, comme vous l'avez dit, politico-juridique pourrait en tout cas nous attendre. D'accord, de toutes les façons, les sujets d'actualité ne passent pas sous silence sur le plateau de l'info continue. Et moi, pour ma part, je compte sur votre disponibilité pour de temps en temps, n'est-ce pas, vous présenter, partager avec nos téléspectateurs qui en raffolent, n'est-ce pas, l'actualité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, vous avez la rediffusion. Ce serait autour de 23h00 et demain, autour de 10h30. Allez, on se retrouve demain soir à 20h. Nous sommes en direct. Portez-vous bien.